Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette séance publique de la Commission de la sécurité et du développement social. Je m'appelle Catherine Boileau, je suis la présidente de la commission et je suis accompagnée de Nancy Robichaud, qui est aussi conseillère municipale dans le district de Deauville. J'ai Danielle Berthold qui est en ligne, conseillère municipale elle aussi, puis Jennifer Garfat, qui est à ma droite, conseillère d'arrondissement. Merci à vous d'être là. Je suis aussi accompagnée de Martin Primo, qui est le directeur du service de protection contre les incendies. J'ai M. Patrick Roy, qui est directeur adjoint du service de police de Sherbrooke et qui est accompagné de François Gauthier-Latendresse pour le dossier dont ils vont nous parler tout à l'heure. Ensuite, j'ai Mme Caroline Proux, qui est avec nous aussi du SSCVC. Elle est chef de division loisirs et vie communautaire. Et puis, elle est accompagnée de Émilie Durocher. Oui, ça, Émilie Durocher pour le sujet dont on va parler tout à l'heure, l'accessibilité universelle. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci d'être présente. Oh, puis, on a aussi, je m'excuse, Maître Julie Bourgeois, notre secrétaire, fidèle secrétaire qui est là pour tout noter, tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Merci donc à vous tous d'être présents. Donc, ouverture de la séance, l'adoption de l'avis de convocation, on est tous présents. Donc, on peut dire que c'est adopté. Non. L'ordre du jour vous convenait? C'est bon, d'accord. Donc, on irait tout de suite à la présentation du service de police, je crois. Ah oui, OK. Le dépôt. Donc, on commencerait par le dépôt du bilan 2024 et du plan d'action 2025-2027 en accessibilité universelle de la ville de Sherbrooke. Donc, j'ai bien hâte de voir le bilan de cette année et les nouvelles actions que vous allez nous présenter. Je céderai donc la parole à Mme Caroline Proux. Parfait, je vais juste faire une brève introduction, puis on va vous partager aussi, tu peux déjà partager la présentation. Ça nous fait plaisir de vous présenter. En fait, là, on présente le bilan 2024, qui était la dernière année de notre premier plan d'action en accessibilité universelle 2022-2024 à la ville de Sherbrooke. Donc, on va faire le tour de roue des réalisations. Vous allez voir le nombre élevé d'actions qui ont été menées. Et aussi, dans le fond, on dépose le prochain plan d'action, donc 2025-2027. On voit aussi les avancées, l'approche qu'on veut mettre de l'avant, davantage transversale au niveau de la ville, des projets qui mettent à profit plusieurs services. Donc, on a vraiment fait un tour de roue, puis on va aussi avoir la chance de vous présenter la définition en accessibilité universelle, la vision projetée pour les 10 prochaines années. Donc, puis aussi des exemples plus concrets d'actions qui sont menées pour que ça soit un petit peu plus tangible. Puis on va répondre à vos questions par la suite. Donc, je laisse la parole à Émilie Durocher qui porte le dossier de l'accessibilité universelle à la ville. Bonjour. Donc, C'est ça ici. Sur ton ordinateur, est fermé? C'est ici. Oui. Puis dans ton client. Faut-tu le fermer? désolée. Ça n'a pas marché. Ton ordinateur. OK, désolée. Je repartage. On va y arriver. Je ne suis pas une habituée. Désolée. Partager. C'est. OK. Maintenant. L'écran, c'est possible. Ça marche? Oui. Tout le monde est là? C'est bon, moi aussi. Donc, c'est bon, on commence ça. Fait que, dans le fond, je fais un rappel des objectifs je vais enlever ça ici, du dernier plan d'action qui était notre premier triennal de 3 ans et qui couvrait 2022 à 2024. Donc, on avait, dans le fond, les objectifs étaient de
d'offrir un milieu de vie où chaque citoyen et chaque citoyenne, dans le fond, pouvait bénéficier des mêmes services de façon autonome, et ce, peu importe ses limitations. On avait travaillé collectivement à diminuer les barrières physiques et sociales qui font obstacle à la participation active et à l'intégration des personnes aînées et celles ayant un handicap, puis favoriser le vieillissement actif et mieux répondre aux besoins spécifiques des aînés et aînés. Dans le fond, ce premier plan-là venait vraiment combiner les objectifs des deux anciens plans que nous avions, qui étaient individuels, qui étaient Ville amie des aînés, et le plan d'action pour l'intégration des personnes vivant en situation de handicap. Donc, c'était le premier plan conjoint qu'on adoptait de façon et qu'on amenait de façon avec un titre là, sur l'accessibilité universelle. OK. Donc, dans le dernier plan, on avait 12 axes. Dans le fond, pourquoi 12? C'est qu'on a vraiment pris les axes de chacun des deux plans, puis on les avait mis de façon intégrale. Fait qu'on avait, on en avait beaucoup. Vous allez voir que dans le prochain plan, ben, on a un petit peu plus combiné certains axes ensemble. Ça revient au même, là. Dans le fond, depuis 2020, on a établi, en fait, on a mis sur pied un comité qui est interservice en accessibilité universelle, qui est chapeauté par la direction générale adjointe, qui est Guylaine Boutin. Dans le fond, on se rencontre périodiquement depuis 2020, 4 fois par année. Et puis, notre objectif, en fait, est vraiment de suivre l'avancement du plan d'action, en fait, de toutes les actions des services qui s'y trouvent. On a un comité d'organisme qui est pour l'inclusion des personnes vivant en situation de handicap, qu'on appelle comité PH, qui est aussi sur pied. Dans le fond, c'est un comité d'organismes et de partenaires qui viennent en fait bonifier le plan d'action. On a aussi une personne de ce comité qui siège aux rencontres interservices pour favoriser les liens, répondre aux questions et, dans le fond, donner un petit peu d'informations sur les besoins actuels. Au niveau VADA, dans le fond, la démarche, on l'a, bon, en fait, VADA, c'est depuis 2008 à Sherbrooke. Fait que c'est encore les mêmes objectifs de favoriser la participation sociale, d'améliorer les conditions de vie et de favoriser le vieillissement actif. Ça, on a un comité de pilotage qui est composé d'organismes et de partenaires qui desservent les intérêts des aînés. Il a été mis en place dès le début de la démarche. En 2023, par contre, on a décidé vraiment de se rapprocher de la concertation aînée. Donc, maintenant, la composition du comité, ben, c'est l'ensemble des membres de la concertation aînée qui regroupe au moins 25 organismes. Et puis, on a aussi la conseillère là, de la commission ici, Catherine, qui aussi siège sur ce comité. Donc, cette entente-là a permis vraiment de rapprocher les deux instances, puis de concrétiser en fait les réels besoins qui sont discutés à la table et les mettre en action. Donc, c'est vraiment gagnant. Il y a aussi une personne de ce comité qui siège aux rencontres du comité interservice. Donc, le bilan 2024, on a dans les actions qui étaient prévues en début de l'année 2024, il y en avait 97. Et dans le fond, ça représentait 32 actions de plus que initialement quand on a fait le plan en 2022, qui avait 65 actions au départ. Dans l'année, il y en a 6 qui se sont ajoutées. Donc, on avait 103 actions en 2020, ben, dans le fond, dans l'espace-temps là, du 3 ans. Donc, de 2022 à 2023, il y a eu 103 actions là, qui ont pu être réalisées en tout. 57 actions étaient d'ailleurs réalisées ou en cours de réalisation en 2024. On en a seulement que 4 qui ont été que partiellement réalisés ou reportés dans le courant des 3 années. Donc, pour faire le tour des actions en fait qui
qu'on souhaitait en fait relever dans le cours de ce plan. On avait entre autres la création d'une vidéo de sensibilisation à l'équité, diversité, inclusion. Donc, on a fait ça, on l'a publié à l'interne et à l'externe. Donc, ça a été un beau vidéo, un beau succès. On a aussi, dans le fond, comme vous le savez, dans le cadre de ce plan d'action-là, on travaille beaucoup avec des partenaires, des organismes du milieu. Fait que, dans le fond, c'est un plan qui, en fait, l'accessibilité universelle, c'est une responsabilité qui est partagée. Donc, on collabore beaucoup avec le milieu. Et puis, d'ailleurs, ça, c'en est un bel exemple. C'est une formation ici qui a été donnée pour un plein air inclusif et sécuritaire, qui a été donnée tout à fait gratuitement, organisée par le Conseil sport-loisirs. C'était une formation de la QLPH. Donc, ça a été donné exclusivement, fait pour nos employés à la ville. Ensuite de ça, on a fait aussi, dans le courant de ce plan-là, une cartographie avec l'équipe de Géomatique. Et puis, en fait, on a répertorié les endroits où il y a le plus d'aînés de 65 ans et plus sur le territoire. Et puis, on a aussi inventorié toutes les résidences, personnes aînées et personnes handicapées. Fait qu'on a une belle cartographie maintenant qui existe. Et puis, on est capable de viser nos actions vraiment là où il y a des grands besoins. Cette carte-là, d'ailleurs, va être utile au service, mais aussi à VADA pour concentrer ses efforts. Et puis les organismes aussi. D'ailleurs, on l'a partagé. On a aussi cette année fait la promotion de la Journée internationale des aînés. Cette journée-là a été une initiative au départ en 2023 de la concertation aînée. Puis, dans le fond, depuis 2 ans, Ville Amie des aînés contribue à soutenir cet événement-là qui a eu lieu en 2024 au Parc Victoria. J'imagine que vous êtes au courant. On a fait la reconstruction de la piscine à la Clairefontaine, qui est un bel exemple de bâtiment et d'infrastructure complètement accessible. Vraiment, ça a été un super beau projet. Puis, chapeau à nos équipes parce que pour avoir fait le tour avec mes comités personnes handicapées, on n'a pas relevé d'éléments à réajuster. Donc, on a vraiment eu un très beau projet ici. Ensuite, on a aussi, via le financement de VADA, soutenu le projet Je me protège dans les offices municipaux d'habitation dans 4 établissements. Donc, dans les établissements aînés là, de l'OMH, il y a des comités, en fait, résidents. Et puis, ces comités-là avaient le souhait de davantage apprendre sur la technologie, Internet, donc, et puis comment aussi éviter la fraude, puis se protéger, en fait, en ligne. Fait que, dans le fond, on les a soutenus, puis c'est vraiment un projet pour et par. Donc, ils ont fait ensemble l'acquisition de matériel, se sont dotés d'Internet dans leur salle communautaire et ils se sont formés de toutes sortes de façons, même au niveau de la maltraitance. Donc, ils ont été sur toutes les formes de maltraitance ou de sécurité, là. Donc, la police communautaire, d'ailleurs, a participé là, à ce projet. On a aussi soutenu un projet, en fait, d'ateliers culturels pour les personnes aînées. Donc, sous la forme de l'expression de soi. Parce que vieillir, ça a souvent une connotation négative. Mais comment, dans le fond, ces gens-là peuvent contrer ça, en fait, le vieillissement, donc la perception. Donc, ça a été vraiment l'objectif de ces ateliers. Donc, je voulais juste en nommer quelques-unes, d'autres qui ne sont pas visuellement, tu sais, que je ne peux pas vraiment les démontrer, mais il y en a eu
tellement d'autres belles actions dans le cours de ce plan. Par exemple, la production d'un plan directeur des traverses piétonnes. On a aussi rendu accessible le portail des citoyens avec un clavier. Donc, quelqu'un qui ne peut pas utiliser la souris, ben, il est capable d'accéder à notre portail citoyen de façon autonome avec son clavier. Sinon, on a aussi embauché, avec orientation travail, 6 employés et 2 stagiaires personnes handicapées. Donc ça avait été vraiment un beau succès. C'était pas l'objectif, là, la cible était de 2 personnes. Donc, on a vraiment réussi à ce niveau-là. Au niveau du prochain plan d'action, celui qui s'en vient, ben, en fait, celui qui est déjà débuté, 2025 à 2027, dans le fond, il est vraiment en phase avec l'orientation, la planification stratégique 2024-2030. Et puis, c'est le fruit d'un travail de concertation entre les organismes, les partenaires et l'organisation municipale. Donc, on l'a travaillé vraiment en amont à partir de 2024. On a d'abord consulté les organismes, donc les deux comités, en fait, VADA et personnes handicapées, pour avoir un peu collecter, en fait, les obstacles qui sont actuellement encore rencontrés dans notre ville. Ensuite de ça, on a fait un atelier de travail du comité interservice pour brasser nos idées en fonction des obstacles qui étaient vécus. On a aussi commencé à réfléchir à notre vision. En octobre, on s'est vraiment penché, on a adopté une vision sur 10 ans que je vais vous démontrer dans quelques secondes. Puis ensuite, on s'est aussi penché sur quelques actions transversales qui nous touchent presque tous pour justement pouvoir les mettre dans le plan d'action puis avancer ensemble plus rapidement, faire de plus grands pas. En novembre, bien, on a adopté notre définition aussi parce que les services souhaitaient qu'on s'entende sur une définition qui correspondait dans le fond, qui nous parlait comme service chacun. Fait que, on a fait ça. Et aujourd'hui, ben, je vous le présente. Donc, la vision du comité, c'est ensemble, nous construisons une ville inclusive où l'accessibilité universelle est une priorité intégrée à chaque projet et décision afin de faciliter une pleine participation des citoyens et citoyennes à la vie de la communauté. Donc, c'est quand même ambitieux parce que dans tous les projets et toutes les décisions, on va avoir le réflexe de l'accessibilité universelle. On a 10 ans pour se rendre, on est capable. 3 plans d'action à venir. Donc, concrètement, ce qu'on entend par ville inclusive, ben, c'est justement les réflexes sont intégrés, les consultations sont systématiques, les pratiques sont harmonisées, un cadre et des orientations existent et guident les équipes de la ville. Le personnel regarde les projets d'infrastructure, les services et les activités sous l'angle et la lunette de l'accessibilité universelle. Les différents types de handicap et les différentes réalités de personnes sont considérées afin de permettre au plus grand nombre de participer à la vie en communauté. Et la ville donne l'exemple en ayant une belle représentativité d'employés en situation de handicap. Maintenant, notre définition de l'accessibilité universelle, en fait, ça aussi, c'est la définition qui est comme écrite, qui est connue. Vous allez voir, on va un petit peu plus loin dans cette définition-là. Donc, l'accessibilité universelle est définie comme le caractère d'un produit, de procédé, service ou information ou environnement qui, dans un but d'équité ou dans une approche inclusive, permet à toute personne de réaliser des activités de façon autonome et d'obtenir des résultats équivalents. Donc, la nôtre est on va un petit peu plus loin. Fait qu'on vient, dans le fond, décrire qu'est-ce que c'est l'accessibilité sous 3 formes, en fait, 3 axes principaux. Fait que l'accessibilité physique, donc vraiment tout l'environnement, nos infrastructures et tout. Il y a l'accessibilité numérique et informationnelle. Donc, ici, c'est vraiment au niveau web, mais aussi sur les lieux, l'affichage. Donc,
On y va comme ça. Sinon, on a l'accessibilité sociale aux programmes et aux services et aux emplois. Donc, ça, comme je disais, ça va guider les services un petit peu dans qu'est-ce que c'est l'accessibilité universelle, puis vers quoi on s'en va, puis qu'est-ce qu'on aurait à mettre en place. Donc, le plan 2025-2027 comporte au départ 67 actions dans 8 axes. Comme je disais tantôt, on a regroupé certains axes. Donc, nos axes sont la coordination, concertation et sensibilisation, le transport, mobilité et aménagement urbain qu'on a mis ensemble maintenant, habitation et milieu de vie, communication et information, intégration professionnelle, parcs et bâtiments, sécurité et sport loisirs. Donc, on a 3 activités, 3 actions en fait qui sont un petit peu plus transversales et forts dans le fond dans notre plan d'action. On souhaite élaborer un cadre de référence en accessibilité universelle pour les services de la ville. Donc, on veut que en fait, les services souhaitent se doter d'outils pour que justement ce réflexe-là devienne intégré. Ensuite, on va évaluer, en fait, ici, cette action-là, c'est vraiment d'évaluer où on part. Tu sais, on a notre vision dans 10 ans, mais on en est où en 2025? Quelles sont les pratiques actuellement où se situe notre réflexe? Donc, ça va nous aider aussi à déterminer sur quoi travailler, dans le fond. Fait que dans chaque service, on souhaiterait faire ça. Sinon, bien, il y a aussi la création d'un parc signature. On aimerait beaucoup, on va profiter du fait, en fait, qu'on va repenser notre parc Blanchard, Lucien Blanchard. Il est topographiquement accessible, donc puis urbain. Donc, on va essayer d'en profiter pour travailler plusieurs services ensemble et maximiser son accessibilité sous toutes ses formes. D'autres exemples d'actions, on aimerait obtenir la certification Destination pour tous qui roule. Donc ça, c'est le service économique, développement économique, qui mène cette action-là. Ensuite, on veut mettre en œuvre le plan directeur qui a été élaboré pour la mise à niveau des traverses piétonnes. On va aussi ajouter, par exemple, des postes informatiques adaptés dans nos bibliothèques pour augmenter la littératie numérique des personnes avec des limitations. On va réaliser aussi un projet de médiation culturelle avec des personnes handicapées. Donc, ça, c'est un projet culturel. On aimerait aussi, ça c'est une autre action qui est transversale, donc plusieurs services vont être ensemble pour organiser des tours d'autobus et des kiosques d'activation lors des événements ou bien ils vont se déplacer dans peut-être des lieux de résidence parce que souvent les personnes aînées ou handicapées ne considèrent pas par exemple, le mode de transport de l'autobus, parce qu'ils ne le connaissent pas, ne l'ont jamais utilisé. Donc, on tente d'aller chercher un peu leur intérêt en les faisant essayer. Sinon, bien, on a ici, je l'ai mis parce que je souhaitais vous en parler aujourd'hui. On a travaillé fort au niveau du SPGT pour mettre en place le programme de subvention des petits bâtiments accessibles, établissements accessibles de la Société d'administration du Québec. Cependant, au niveau provincial, on a eu des coupures, là, donc le programme n'a pas de fonds. Donc, même s'il y a eu des belles démarches de notre côté, ça devra être suspendu, malheureusement, cette année. On verra pour les années. En parlant de coupures, on a aussi le programme PAD qui a eu, enfin, on n'a pas les subventions pour poursuivre comme on faisait à chaque année. Donc, il va y avoir assez d'argent pour répondre aux demandes qui avaient déjà été traitées. On avait, dans le cadre des dossiers en suspens, là, parce qu'il y avait eu une coupure en novembre. Il y en avait 28. Donc, ils vont pouvoir finaliser leur projet. On en avait 12 qui étaient en attente. Donc, eux autres aussi
Si on a les budgets, on va les traiter. Mais depuis le 1er avril, on peut plus, il n'y a plus de nouvelles inscriptions qui sont possibles. Donc, c'est un programme qu'on aimerait que, bon, peut-être 2026, mais bon, c'est pas nous qui décidons, là, c'est des millions, en fait, là, pour soutenir ces programmes-là. Donc, on ne peut pas nécessairement compenser pour tout de suite. Donc, les prochaines étapes, fait que ça faisait un tour des grandes actions, mais vous allez voir, il y en a 67, donc je vais vous laisser les consulter. Mais sinon, pour les prochaines étapes, dans le fond, on souhaite déposer le bilan, le plan d'action au conseil municipal. On va les transmettre ensuite à l'OPHQ ainsi qu'au secrétariat aux aînés. On va aussi le mettre disponible sur le site web de la ville. Le comité interservice, lui, va poursuivre ses rencontres 4 fois par année pour faire avancer les actions. Puis les comités d'organismes, le comité VADA et le comité PH, ben, ils vont suivre leurs travaux aussi. Donc, ça va bonifier, en fait, au cours des années, notre plan. Questions? Commentaires? Merci beaucoup pour la présentation. Oui, mon micro est ouvert. Ça fonctionne pas? Ah, c'est peut-être parce que je suis pas assez proche. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? C'est un petit peu plus fort. OK, je vais parler plus fort. Tu penses que... Ah non, il fonctionne. Non, il fonctionne, là, mais c'est pas fort, C'était fort, juste fort. OK, je vais parler plus fort. Oui, ben en fait, je voulais rebondir un peu sur le comité VADA. Là. J'en ai parlé un petit peu au conseil municipal, mais je voulais quand même mentionner que Mme Durocher, vous faites vraiment un travail fantastique avec les organismes. Puis j'ai bien hâte que vous puissiez montrer les projets qui sont en train de, de, de- de se créer avec les différents organismes. Là. C'est vraiment très, très stimulant. Merci pour la présentation. Je vois que Mme Berthold a la main levée, donc je vais lui céder la parole. Puis après ça, je verrai avec mes collègues si elles ont des commentaires aussi. Donc, Mme Berthold, c'est votre tour. Oui, merci beaucoup. Merci de cette présentation. Oui, effectivement, on travaille fort, puis ça avance, puis c'est agréable. Je voulais vous amener à la page 20 de cette présentation-là, où on parle de la création d'un parc signature complètement accessible universellement, soit le parc Lucien Blanchard. Je suis bien contente de lire ça, mais il faudra aussi sortir de la boîte parce que vu que le plan directeur a été devancé, donc, on va procéder à l'étude, à savoir qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on peut y améliorer. Et concernant l'accessibilité universelle, j'ai été approchée par une dame qui, elle, fait... Puis j'apporte ça là parce que ça ne peut pas se faire dans le parc, il faut que ça se fasse dans l'eau, un accès à l'eau. Donc, pour pouvoir pratiquer son canot, alors, elle fait du canot et elle a besoin d'un lève-personne pour pouvoir monter dans son canot et pouvoir profiter de notre lac. Et on m'a répondu par M. Lavigerie, M. Vanas et Nathalie Bourgeois que ce serait étudié dans le plan directeur. Donc, le plan directeur a été devancé cette année ou l'année prochaine cette année. Donc, il faudra y penser. Parce que du canot, ça ne se fait pas à l'intérieur du parc, ça va se faire sur l'eau. Alors, j'aimerais que vous portiez une attention particulière à cet effet-là parce que c'est vraiment une activité qui est pratiquée par plusieurs personnes, mais l'accessibilité pour se rendre sur le quai, ben, c'est pas praticable, c'est pas faisable. Donc, il faudra l'intégrer dans notre aménagement du plan directeur du parc Lucien Blanchard. Alors, moi, c'était la réflexion que j'avais à faire en fonction de ça, mais je vois qu'il y a plusieurs actions qui sont faites. Il y en aura d'autres. On ne peut pas réaliser tout ça en criant ciseaux et en claquant des doigts, mais je vois qu'on est bien aligné. Et je vous rappelle toujours qu'en frais d'accessibilité universelle, la ville de Victoriaville, c'est ce qu'il y a de mieux en accessibilité universelle. Donc, si ça vous tente, Caroline sourit, là, je pense qu'elle est au fait de ça, là. Prendre exemple sur Victoriaville, tout au moins aller les visiter, puis voir, pas faire les erreurs qu'ils ont faites, mais s'approprier les bons coups qu'ils ont faits. Je pense que ça pourrait être une avancée avec Sherbrooke pour que l'on puisse réaliser vraiment une belle accessibilité universelle. Voilà mon commentaire. Merci beaucoup, Mme Berthold. Est-ce que vous vouliez rebondir? Je ne sais pas.
Ben, peut-être dire, là, c'est Madame Roussel à Victoriaville. En fait, leur coordonnatrice, c'est une des premières présentations qu'on avait eues là, au comité interservice. Donc, pour nous guider un peu comment ils avaient travaillé leur démarche de leur côté. Donc, effectivement, c'est inspirant dans leur cas. Puis pour le parc, c'est la beauté, en fait, de notre comité interservice que tous les services sont là. Puis c'est un des projets qu'on va travailler de façon vraiment collective. Et on avait validé au niveau du plan directeur, est-ce que c'est quand même, effectivement, on connaît l'échéancier. Donc, tout le monde est partant pour travailler ce dossier-là, là. Alors, on est confiant. Merci beaucoup. Madame Robichaud? Oui, merci. Ben, merci pour la présentation. Je dirais félicitations de fait d'avoir juste 4 actions non réalisées sur 100 quelques. C'est quand même pas rien comme résultat. Ensuite de ça, ben, je voulais juste dire, tu sais, je me demande, est-ce que vous allez sensibiliser tous les élus? Je dis ça parce que à l'arrondissement, tu sais, on sait qu'on est en développement pour un jeu d'eau au Parc central. On a fait une consultation, puis nous, par nous-mêmes, on a invité à la consultation citoyenne des gens de handicap. Et puis là, on a fait beaucoup de commentaires en lien avec ce que la dame elle nous avait soumis. Puis malheureusement, quand les schémas sont revenus des services, ben le volet handicap avait été un peu enlevé. Fait qu'il a fallu le redire qu'on avait spécifiquement fait venir quelqu'un puis qu'elle nous donne ses commentaires pour l'accessibilité. Puis là, ben, finalement, ils l'ont remis. Mais si on n'est pas à l'affût de tout le temps avoir ça en tête en tant qu'élu, ben, on dirait que c'est facile de perdre. Mais peut-être qu'à la longue, ça va s'améliorer. Mais c'est ça. Puis tu sais, quand on fait nos choix d'équipements dans les parcs, on dirait que c'est pas dit systématiquement par nos coordonnateurs. Ah, il faut améliorer ça, mais avez-vous une idée pour un truc en accessibilité? C'est quand on a changé les balançoires, on s'est dit, j'ai dit, moi, j'aimerais ça avoir une balançoire adaptée, accessible, mais c'était pas une suggestion que j'ai eue. Tu sais, fait que c'est comme pas tout le temps inné. Puis si je n'y aurais pas pensé sur ce moment-là, il n'y en aurait pas eu. Tu sais, fait que, en tout cas, c'était plus de voir comment qu'on peut être sensibilisé plus facilement. Puis là, ben, ça va être tout un nouveau conseil là, qui va s'en venir. Fait que, mais en tout cas, d'avoir cette mentalité parce que, tu sais, vous parlez entre vous, mais, tu sais, la cédule 6, ça arrive des arrondissements. Fait que, tu sais, en tout cas, C'est un bon point. Puis effectivement, comme atelier de formation aux élus ou peut-être d'inviter aussi nos collègues des arrondissements sur le comité interservice, on pourrait peut-être voir les possibilités. Puis dans le fond, avec Promotion Handicap Estrie, on a une entente de service. Puis l'exemple qu'Émilie disait avec la piscine à la Clairefontaine, ben, c'est qu'ils ont travaillé avec les services, dans le développement des schémas puis tout ça. Donc, ça l'a aidé beaucoup. Puis effectivement, après, quand on a fait la visite, il y aurait peut-être eu ce tour de roue-là à faire aussi, là. Mais c'est sûr qu'on croit que le cadre de référence en accessibilité universelle avec des fiches pour chacun des services ou les actions qu'on veut mettre, les types d'actions qu'on veut mettre en place devrait aussi aider à avoir le réflexe de plus en plus. Ben nous, en tout cas, on a demandé à ce qu'il soit sur le comité citoyen parce que, tu sais, après ça, pour le choix, les élus peuvent pas être là. C'est un comité comme citoyen et administratif. Puis on a dit, ben on veut que vous invitiez ces personnes-là, tu sais, sur le comité parce qu'elle va rester à l'affût de ça respecte-tu ou pas les commentaires d'accessibilité, tu sais. Fait que, puis, tu sais, ma collègue, elle a parlé souvent des bandes avec une couleur dans le bas parce que c'est plus facile pour les personnes avec certaines difficultés, mais en tout cas, mais c'est intéressant quand même de voir tout ce qui a été fait puis ce qui reste à faire. Effectivement, les bandes de patinoire, là, pour différencier la patinoire de la bande. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Madame Garfat? Mais merci beaucoup pour tout ton travail. Je vais le laisser comme ça parce que ma voix est un peu scratchy aujourd'hui. Mais merci encore. Donc, c'est mon tour. J'ai beaucoup de questions, commentaires, mais je voudrais quand même commencer par dire que le bilan, vraiment un très beau bilan quand on voit les résultats. Puis aussi mentionner qu'on aura quand même une rétroaction de
l'Office des personnes handicapées le 22 août 2024. C'est quand même assez récent pour, dans le fond, nous féliciter pour tous les efforts qu'on fait, puis dans le fond, exprimer leur reconnaissance envers notre municipalité. Donc, c'est pas rien. Malgré tout ce que tous les points que j'ai trouvés, là, je voulais quand même mentionner que les efforts de la Ville de Sherbrooke sont quand même très, très impressionnants, puis qu'il faut continuer dans ce sens-là. J'ai regardé l'annexe. J'ai vu différents trucs. Bon, j'ai vu que vous avez commencé à évaluer les bâtiments, puis je sais que le service au niveau des bâtiments, bon, il y a des difficultés au niveau de la direction là, des ressources humaines, fait que ça s'en vient, là. Il y a des dossiers un peu sur la glace, mais quand vous aurez fait l'évaluation complète de tous nos bâtiments, ce serait intéressant que les élus puissent avoir le portrait pour voir qu'est-ce qui reste à faire pour que ce soit vraiment accessible. Puis, on pense à accessible, on pense souvent aux personnes à mobilité réduite, mais c'est aussi pour les familles, d'avoir un endroit pour changer la couche de son bébé, un endroit pour peut-être allaiter ou nourrir son bébé, mais aussi tous les dispositifs pour... attendez, est-ce que j'écris ça? Pour... attendez, j'en ai trop écrit. Pour, dans le fond, les produits d'hygiène, les distributeurs, voilà. Dispositifs, ouais. Les distributeurs de produits d'hygiène aussi pour que ce soit qu'on en ait dans nos bâtiments de service. Ensuite, faire une... Ah oui, j'ai vu qu'on avait le programme secours adapté. Je ne connaissais pas ça du tout. Fait que je me dis, puis j'ai vu plusieurs programmes, le programme STOP aussi. C'est tous des programmes que je ne connaissais pas, puis je ne suis pas certaine non plus que mes collègues savent ce que c'est, tous ces programmes-là. Puis il y en a des programmes qui sont même avec l'OMH. Je siège à l'OMH et je les connaissais pas tous. Donc, je ne sais pas s'il y a une façon de faire de la promotion de ces programmes-là pour qu'on le sache plus. Parce que là, j'ai vu que vous prépariez un dépliant ou quelque chose avec toutes les ressources, puis que là, ça a été un peu mis sur la glace. Oui, mais il y a aussi, j'ai vu, j'ai-tu mis le point? Ça, comment on fait? Ouais, l'action 11.1. Ça disait que c'était mis sur la glace. C'est un dépliant de toutes les ressources, une banque d'informations. Ça a été mis sur la glace. Mais je pense vraiment que si les organismes ne peuvent pas porter ce projet-là, que ce soit la ville, puis qu'on le mette accessible sur notre site web ou que vraiment on ait un endroit où tu as besoin d'aide, tu as besoin comme un accès citoyen. On a déjà le 58-58. Si, mettons, c'est la porte d'entrée, puis là, ben, la personne a dit, mais moi, j'ai telle difficulté. Est-ce que je peux avoir des outils, y a-t-il des organismes qui peuvent m'aider, des programmes, que ce soit facilement accessible? En tout cas, quelque chose, une porte d'entrée, là, je dis ça comme ça. Ensuite, j'ai vu bon, le programme PAIR. Je sais qu'il y a eu que c'était le SPS maintenant qui s'en charge. Je voulais savoir si c'est encore le SPS? C'est encore prévu comme ça? Oui, c'est encore nous, là. Nous, félicitations en passant, je siège le comité. C'est impressionnant, bravo. Oui, le SPS, on pense que le service de police serait moins impacté par ces choses-là, mais non, au contraire, hein, tout ce qui est le programme. OK, c'est quoi le programme PAIR, peut-être? Ben, c'est pour les personnes aînées, ils reçoivent un téléphone à tous les matins, puis s'ils ne répondent pas, nous, on a accès à leur logement, leur maison, on déplace un autopatrouille, puis on va voir s'ils vont bien. Ouais, il y a des petites procédures entre l'autopatrouille et le téléphone, là. On peut essayer de rappeler ou rejoindre des membres de la famille, mais oui, on a encore la responsabilité de tout ça. Mais ne serait-ce que la plainte web, en devenir, la plainte téléphonique, notre NG 911 qui n'est pas encore en fonction, mais qu'on va pouvoir recevoir des appels au 911 par l'entremise de messages textes. Fait que oui, de plus en plus, là, avec la technologie, on peut participer à ce genre de mobilisation-là pour l'accessibilité. Justement, en parlant de la plainte web au SPS qui s'en vient, dans le fond, ouais, si tout va bien, on touche du bois, il y en a partout, on en touche. Mais en tout cas, euh, dans cette vision-là, je trouve ça vraiment génial parce que si la personne a de la difficulté à se déplacer ou que c'est intimidant de se rendre au poste de police, elle peut le faire via le site web. Éventuellement, là, ça s'en vient. Oui, c'est ça. C'est pas lancé encore. Non, non, non. Non, c'est ça. Mais je voulais juste
m'assurer que si jamais ça s'est vraiment lancé puis que tout va bien, qu'il y a quand même la possibilité pour la personne d'appeler au poste de police et de dire, bon, ben là, je suis devant le formulaire, puis j'ai une difficulté à la question 3, est-ce que vous pouvez m'aider? Tu sais, qu'il y a quand même quelqu'un au bout du fil facile à contacter, là. Ah, assurément, mais écoutez, je suis assez. Je ne suis pas le meilleur en ordinateur, là. Allez voir le modèle de Gatineau, la plainte web, là, qui a un système comme le nôtre, le GED. Même moi, là, qui était très, 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 qui a des difficultés ou que je ne suis pas le meilleur en informatique, je navigue là-dedans comme un poisson dans l'eau. Donc, à cette heure, les modèles de plainte web avec tout le descriptif, c'est très, très clair. Puis, ultimement, effectivement, on aura un contact au service de police qui pourra peut-être aiguiller et aider les gens à ce moment-là. Mais on n'est pas là. Là. C'est parce qu'on en parle beaucoup. Là. C'est un projet. Là. Mais c'est pas si la plainte web, c'est juste quand, en 2025. Là. Mais on travaille là-dessus. Puis, parlant de téléphoniste, la même chose pour nous. Je sais qu'on vise beaucoup à promouvoir le Sherbrooke, mon Sherbrooke, merci. Mais il ne faut pas oublier qu'on a encore besoin de quelqu'un au bout du fil. Puis, des fois, on a tendance à l'oublier, puis on se dit, ah, ben Internet, c'est la voie de l'avenir. Puis, mais il faut quand même s'assurer qu'on puisse rejoindre quelqu'un au bout du fil, puis que vous soyez dans la boucle, puis que vous rappeliez à tout le monde. C'est important d'avoir quelqu'un au bout du fil si jamais on a besoin d'aide. 8.7, il y avait une petite coquille, il manquait un U au début. Là. Je ne connaissais pas ce programme-là non plus. Je me protège. C'est un autre des programmes que je ne connaissais pas. Fait que la même chose. Au niveau du transport en commun, je sais qu'il y a le parcours sans obstacle qui sont en train de voir quelle ligne on va pouvoir dire que c'est une ligne qui est complètement accessible. Je sais que ça s'en vient, mais ça serait le fun au niveau du déneigement des arrêts d'autobus ou les descentes de trottoirs aussi vis-à-vis des arrêts d'autobus. Là. Si la ville peut aider au niveau de ces choses-là avec la STS, travailler en partenariat, là, de faire avancer ça, ce serait merveilleux. J'ai pas été voir le site de Victoriaville. Je vais suivre le conseil de Mme Berthold et j'irai voir. Mais je suis allée voir Gatineau parce qu'on parle toujours de Gatineau. Donc, je suis allée voir qu'est-ce qu'ils font. Puis là, j'ai vu qu'ils avaient une carte accès loisirs. Puis que cette carte-là, c'est une carte d'accompagnement loisir. Moi, c'est ça. C'est pour les gens. Ah, ben, vous connaissez. Je me disais peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose. Je sais qu'on a des rabais ou des activités particulières pour les personnes qui ont des accessibilités réduites. Mais je ne sais pas si on pourrait avoir quelque chose qui ressemblerait à ça. Là, est-ce que vous aviez envie de rebondir là-dessus? Oui. En fait, on a une page web Service aux personnes en situation de handicap sur le site web de la Ville de Sherbrooke. Le programme Secours adapté est là, mais la carte accompagnement loisir aussi, donc ça existe également à Sherbrooke. Donc, on a, puis c'est décrit. Peut-être qu'on devrait mieux faire connaître cette page web-là, par exemple, si elle est méconnue. Vous aviez une petite coquille, là, toute la révision orthographique, la mise en page va être finalisée après l'adoption. OK, c'est bon. Les traverses piétonnes, j'ai vu que vous aviez un plan directeur, mais il y a quelque chose que j'aimerais vraiment, puis là, c'est dommage que Mme Gravel ne soit pas là, je vais lui dire tout à l'heure, mais je sais que dans d'autres villes, dès qu'on appuie sur le bouton, toutes les lumières deviennent rouges, puis c'est juste les piétons qui peuvent passer. C'est vraiment priorité piéton. Puis je ne sais pas si c'est parce que dans notre système en ce moment, on est obligé d'attendre le circuit pour que ce soit le tour du piéton avant qu'il puisse traverser, que ce n'est pas automatique dès qu'il pèse sur le bouton qu'il y a l'accès prioritaire. Tu sais. Peut-être que ça changerait la philosophie des gens, c'est de voir que vraiment, même à la ville de Sherbrooke, la priorité, c'est les piétons. Puis dès qu'ils appuient, ils ont tout de suite la priorité pour traverser. Comme ça, ils ne s'impatientent pas. Ils ne finissent pas par traverser avant d'avoir le droit de passer. Puis là, ben, quand la lumière piéton allume, ben là, il n'y a plus de piétons qui traversent. Les automobilistes sont fâchés parce qu'ils sont obligés d'attendre, puis il n'y a pas personne. Tu sais. Est-ce qu'il y aurait moyen que nous, à Sherbrooke, on fasse ça, que ce soit vraiment les piétons en premier, dès qu'ils appuient sur le bouton, qu'ils aient le droit de passage tout de suite, puis d'augmenter le temps aussi. Parce que moi, à traverser une rue, je marche quand même assez vite. Mais moi, j'ai pas de difficulté. Je marche pas avec une canne. Puis j'ai fait le test, les yeux bandés. Puis j'étais un danger public. Avec la canne, là, les yeux bandés, là, j'étais rendue au milieu de l'intersection. Ouais.
Ben, ça serait une bonne question, effectivement, pour Mme Gravel. Dans le cadre de la politique de sécurité routière, il y a un élément, dans le fond, d'élaborer un guide de mesures inclusives qui est déjà prévu au tableau qui nous a été fourni. Donc, on pourra peut-être en rediscuter tout à l'heure, mais effectivement, c'est des sujets qui reviennent quand même régulièrement. Ensuite, les personnes seules. J'ai été contactée dans mon district, puis j'imagine que tous les conseillers autour de la table aussi, ça leur a arrivé ou ça va leur arriver. Des voisins qui sont inquiets pour une personne qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'amis, qui est toujours tout seul dans sa maison. Puis quand ça m'est arrivé, euh, honnêtement, ben, au niveau de la ville, on ne pouvait rien faire. On n'avait pas de porte d'entrée ni rien. Il a fallu que j'essaie de trouver quelqu'un au niveau des services de santé. Puis elle n'avait pas de famille, fait que j'ai dû un peu la prendre en charge pour l'accompagner. Ça a duré 1 an et demi, le temps que finalement les services la prennent en charge au niveau provincial. Fait que tous les rendez-vous médicaux et tout ça, c'est moi qui les ai faits pour l'accompagner, alors que c'est pas du tout mon rôle de conseillère municipale. Puis là, je me demandais, il n'y a pas quelque chose, un maillage à faire ou tu sais, quand un citoyen nous appelle peut-être au 58-58 puis nous dit, bon, ben là, moi, je suis inquiet parce que cette personne-là, elle sort pas de chez elle, elle sociabilise pas, elle a pas de porte d'entrée, elle sait pas c'est quoi les services qui sont offerts par la ville ou comment, comment on pourrait faire peut-être au niveau de la ville, parce que c'est sûr qu'on peut pas la prendre en charge pour la santé, mais il y aurait pas. En fait, j'aurais le goût de, de regarder Patrick. Ben, en fait, je sais qu'il y a une policière communautaire aînée et puis elle, c'est elle qui s'occupe entre autres du programme STOP. Elle m'expliquait en tout cas, mais bref, je ne veux pas parler pour le SPS, mais il y a peut-être une voix là. Ben, c'est contextuel, ça dépend vraiment de la situation de la personne. On a aussi l'équipe mobile d'intervention psychosociale qui travaille des travailleurs sociaux, qui peut aller faire une évaluation de la situation. Effectivement, on a une policière qui est dédiée ou qui est affectée. C'est une de ses tâches, c'est pas sa tâche principale aux personnes aînées. Donc, ça, c'est une chose qu'on tend à développer un petit peu plus, mais aller faire une évaluation, quelqu'un dans la détresse ou qu'on a des raisons soupçonnées qui pourraient avoir des problématiques, ben oui, on peut être une porte d'entrée éventuellement pour travailler soit en résolution de problèmes ou en intervention directe avec l'équipe mobile d'intervention psychosociale, effectivement. Mais tu sais, si c'est une personne qui est seule, qui n'a pas de problème de fonctionnement, puis que c'est juste de la solitude, c'est grave, la solitude, mais c'est pas de l'enjeu de la police, tu sais, fait que c'est ça. Il y a peut-être en complément, en fait, si un citoyen a une préoccupation comme ça, il y a l'accueil psychosocial du réseau de la santé. Donc, c'est 811, option 2. Puis, on peut le mentionner. Puis, habituellement, il y a un suivi qui est fait là, pour voir. Il y a aussi tout le réseau d'éclaireurs du réseau de la santé qui est mis en place pour justement des personnes clés dans les communautés d'avoir une vigie, que ce soit, par exemple, la popote roulante de Cercovie ou d'autres acteurs clés dans les communautés qui peuvent lever des drapeaux quand on a des préoccupations par rapport à des personnes seules ou plus vulnérables, par exemple. Fait qu'il y a quand même des mécanismes au niveau de nos Cette partenaires. personne-là n'avait pas accès à aucun de ces services-là, donc elle ne savait même pas que ça existait. Oui, mais on peut appeler pour une personne, tu sais, au niveau de l'accueil psychologique. Mais je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à voir si on ne peut pas trouver une porte d'entrée ou. Je le note. En fait, avec nos organismes aînés, ben VADA, on pourrait peut-être s'y pencher plus tard, là. Mais oui. Ensuite, il y a la trousse Entoure-toi de Gatineau. Je ne sais pas si vous avez vu ce projet-là. Pour la population vieillissante, c'est aussi en lien avec la maltraitance envers les aînés. Je pense que c'est peut-être quelque chose dont on pourrait s'inspirer. Ça, je l'ai dit. Ah oui, biblio-nomade, ça c'est merveilleux. Je me demandais, mettons que je suis propriétaire d'une résidence pour personnes aînées, puis que j'aimerais que ma résidence fasse partie du circuit de biblio-nomade, je fais comment? Ben, en fait, les bibliothèques peuvent ajouter des résidences. Il y en a une trentaine actuellement, là, quand même. Fait que moi, je pense qu'on pourrait appeler à la bibliothèque, puis ça va être ajouté. Oui.
Ils se sont dissous il y a quelques semaines, là, donc c'est assez récent. Puis il y a certains aspects qui vont être repris par la Corporation de développement communautaire de Sherbrooke tout de même. Donc, il y a un leg là, qui est conservé, mais ça ne sera pas une action dans le prochain plan d'action compte tenu du contexte. Je comprends. Ah oui, je me questionne aussi. J'ai vu qu'il y avait un besoin pour les jeunes ayant un handicap de se regrouper. Puis là, je me demandais, les maisons des jeunes, est-ce qu'ils ont un volet pour les jeunes qui ont des handicaps? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à travailler à ce niveau-là? Ou pour l'acceptabilité aussi par les pairs qui n'ont pas nécessairement de handicap? Ou, y a-t-il quelque chose, un maillage à faire à ce niveau-là? En fait, dans le cadre de ce plan-là, 2022-2024, je pense que c'est en 2023 qu'on a aidé à soutenir un projet avec l'Association de déficience des personnes à l'ASDI, là. C'était de justement partir une petite maison de jeunes pour les jeunes, ben, les jeunes et moins jeunes atteints de déficience. Puis ça se déroule à côté du Flash, là, tu sais, leur bâtiment est vraiment proche. Fait que ils ont le souhait de faire des liens avec les maisons de jeunes, mais il reste que cette clientèle-là, elle aime mieux être avec des jeunes pareils comme eux. Fait que ça va être difficile de les mêler, mais ils s'entourent bien, là, puis le projet continue au niveau de l'ASDI. Mhm. J'ai vu ça, était là quand on en a entendu parler. Ça s'appelle le plan municipal d'emploi. C'est avec la DPJ. Quand les jeunes sortent de la DPJ, cherchent un emploi, les municipalités qui, dans le fond, leur offrent un emploi, les encadrent un peu finalement pour qu'ils puissent commencer leur vie d'adulte avec un emploi enrichissant, stimulant, qui soit aussi entouré d'adultes responsables. Ça donne un bon départ dans la vie. Puis je me demandais à la ville de Sherbrooke, il me semble que ça serait le fun qu'on puisse participer à un programme comme ça. Tu sais qu'on a déjà participé il y a quelques années. J'avais fait le suivi avec le service des ressources humaines. Puis je pense que c'était davantage des enjeux logistiques ou en tout cas peut-être contextuels à une certaine année. Mais on pourrait revérifier avec eux pour voir si c'est encore en vigueur en Il y a Estrie. un maillage à Puis, faire. Intéressant. tout à fait. Puis nous, on a besoin de main-d'œuvre aussi. Fait que ça comblerait Gagnant-gagnant. tout le monde. Ah oui, puis la dernière question. Je me demandais, nos séances du conseil, est-ce qu'on pourrait les traduire en langue signée? Parce que je sais qu'il y a certaines villes qui le font. On est quand même une grosse ville, la 6e plus grande ville au Québec. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour rejoindre encore plus de personnes. Je sais qu'il y a la transcription, mais je vais vérifier. Il me semble qu'on s'était déjà informé justement pour rendre plus accessible. On avait à ce moment-là ajouté la transcription. Oui, c'est ça. Mais pas, fait que c'était comme un ou l'autre. C'est peut-être, je ne sais pas si c'était lié au coût de. OK. Ah, je sais pas. OK. Mais ça, c'est ce qui me fait à mes questions pour ce dossier-là. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Tout était beau. Mais merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment très, très intéressant. Poursuivez votre bon travail. Puis, on passerait au. Il faut l'adopter. Je vois, je vois Maître Bourgeois qui me regarde. Donc, est-ce que tout était correct pour vous? Vous êtes d'accord pour Oui, ça va. c'est bon? Et voilà. Donc, on passerait au prochain sujet. Puis là, c'est vrai, c'est la présentation du service de police de Sherbrooke avec M. Gauthier Latendresse. C'est pour le PowerPoint. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité. On voit de plus en plus de véhicules de toutes sortes qui sillonnent nos rues, nos trottoirs, nos pistes cyclables, nos bandes cyclables. Et alors, on a peut-être un petit tour de roue à faire sur les différentes façons de se déplacer, la réglementation par rapport à ça, les quadriporteurs, les bicyclettes électriques, les scooters, les trottinettes. Alors, je vous cède la parole. Bien, merci. Très bonne introduction. Donc, je n'aurai pas à la faire. Je veux juste spécifier
Capitaine Gauthier Latendresse, notre gestionnaire de tout ce qui est escouade circulation, sécurité routière, tout ça, a préparé un petit PowerPoint. Puis on y tenait, on avait parlé avant les fêtes, mais avec la fonte des neiges, je pense que c'est approprié. Puis il va s'en suivre une médiatisation peut-être pas de l'intégralité de ce PowerPoint-là, mais avec nos plateformes médias sociaux, peut-être les communications de la ville, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. C'est très intéressant. Donc, sans plus tarder, à vous la parole, M. Gauthier. Est-ce que c'est possible de mettre la présentation en grand écran? Oui, c'est ça. Merci. Je l'avais tantôt. Je pense qu'en haut, c'est Non? à partir du début, là, en haut. Parce qu'il apparaît. Je l'ai, il n'apparaît pas. Est-ce qu'on a un technicien informatique? Comment ça? Je suis désolé. Ce sera pas long, je suis désolé. C'est juste bon pour mon stress, ça, c'est parfait. Donc, bonjour à tous, merci de me recevoir aujourd'hui. Au niveau de la présentation, est-ce qu'on m'entend bien? Ça va au niveau du son? Donc, je fais aujourd'hui une petite présentation au niveau là, des différents moyens de transport qu'on peut retrouver là, sur la chaussée, sur l'accotement, les pistes cyclables, les voies cyclables un peu. Là. Essayer de démystifier un petit peu les différentes catégories qu'on peut voir. Il y a eu dans les dernières années beaucoup d'avancées, soit au niveau de la réglementation, au niveau de la technologie, tout ce qui est véhicules électriques dans les différentes catégories. Ce qui amène souvent beaucoup de questionnements. Ça peut être au niveau policier, qu'est-ce qui est légal, mais au niveau juste du citoyen également, de voir démystifier qu'est-ce que je peux avoir, où est-ce que je peux avoir, puis est-ce que quel type de véhicule peut circuler sur une piste cyclable quand on croise ces choses-là. Donc, c'est un petit peu le but de ma présentation aujourd'hui pour vous rendre ça un peu plus clair. Puis, je vais également vous parler un petit peu de la réglementation municipale pour qu'on puisse également départager les pistes cyclables, les voies cyclables, les voies urbaines, toutes ces choses-là, pour essayer de vous rendre ça un petit peu plus clair. Donc, ça commence un peu tout ça en 2023. Il y a eu des jugements, il y avait des nouvelles technologies, là, comme on peut voir sur la photo, là, des nouveaux véhicules qui étaient vendus par les commerçants, qui étaient vendus à l'époque comme étant des bicyclettes électriques. La réglementation était mal adaptée. Les juges ont soulevé le point au niveau du gouvernement, du législateur, comme quoi que le code de sécurité routière était flou. Donc, on avait des véhicules comme celui-ci qui roulait à 90 km/h, qui était vendu comme une bicyclette électrique, puis dans les faits, était légal sur les pistes cyclables, ces choses-là, qui n'étaient pas plaquées. En fait, c'était un petit peu un fourre-tout finalement. Il fallait que le législateur embarque, il y avait des problématiques. Et c'est ça qui a amené en 2024 le ministère à faire un arrêt ministériel en lien avec justement les ATPM et les types de véhicules pouvant ressembler à des cyclomoteurs, un peu comme celui-là qu'on peut voir là. Comme je vous l'expliquais, c'est un petit peu le but de la présentation. Je l'ai présenté un petit peu en chapitre pour démystifier chaque catégorie, je peux dire, qu'on peut trouver. Au niveau, premièrement, il va y avoir les bicyclettes qu'on connaît déjà, les bicyclettes assistées, donc tout ce qui est véhicule électrique. Avec les projets Bixi, c'est d'actualité. C'est intéressant qu'on voit un peu qu'est-ce qu'il y en est. Qu'est-ce qui est un cyclomoteur, les ATPM, les AMM également par la suite. Après ça, ou également pour que ça soit clair pour vous, là, où est-ce que vous pouvez en voir, ou quand un citoyen vous en parle, est-ce que c'est normal que j'ai vu tel type de véhicule sur la piste cyclable proche de chez nous ou qui circulait dans la rue? Là, vous allez avoir peut-être une base là, au moins pour pouvoir répondre. Là. Même chose pour le citoyen qui est en mesure de savoir où est-ce qu'il peut aller. Là. Au niveau de la bicyclette,
connaît tous ça un petit peu, mais les éléments essentiels, il faut que ça possède un pédalier. C'est propulsé par la force humaine. On a un règlement municipal à Sherbrooke comme quoi que les gens mineurs doivent avoir un casque. C'est obligatoire pour les moins de 18 ans. C'est autorisé sur les chemins publics, sur la chaussée et sur les accotements, avec restriction. Je ne rentrerai pas dans toutes les exceptions parce que des fois, il y en a plusieurs, je ne veux pas me répéter, mais en bout de ligne, là, la bicyclette est autorisée, chemin public, chaussée et accotement. C'est interdit sur les trottoirs. C'est interdit d'utiliser un téléphone ou des écouteurs à bicyclette. À vélo, on doit respecter la signalisation comme les feux rouges ou encore la signalisation des autobus scolaires. Ça, c'est quelque chose qui est un peu méconnu, mais quand un autobus scolaire est sur ses feux clignotants en rouge, la bicyclette, comme le véhicule, doit arrêter à 5 mètres en arrière, ne peut pas dépasser, et toute la signalisation comme les feux rouges et ces choses-là, les arrêts obligatoires, ben, il doit les respecter. Puis évidemment, là, au niveau des vélos, il y a plusieurs équipements qui sont obligatoires. Là. Si vous avez des questions par la suite plus spécifiques, là, je pourrais répondre à des questions. Au niveau des bicyclettes assistées, donc bicyclette électrique, e-bike, ces choses-là, c'est tout là un peu des synonymes. Il faut avoir 18 ans ou plus au Québec pour être sur un véhicule électrique, à moins d'avoir un permis de classe 6D. Donc, entre 14 et 17 ans, pour un mineur, on a le droit d'avoir une bicyclette électrique, mais le permis de conduire de classe 6D, c'est le permis de conduire pour les cyclomoteurs. En bas de 14 ans, c'est interdit. 14 et 17 ans, ils font le permis de conduire cyclomoteur. 18 ans et plus, pas de problème. Il faut également un casque obligatoire en tout temps. Quand on parlait de notre projet Bixi, justement, on a été impliqué le SPS dans ça à titre consultatif un peu pour certains enjeux comme ça. Comment on pourrait, là, dans le projet, s'assurer que tout se passe bien finalement, les gens aient la bonne information et ces choses-là. Ensuite de ça, c'est des règles qui touchent bicyclette assistée qui sont pratiquement les mêmes que la bicyclette normale. Donc, c'est autorisé sur les chemins publics, chaussées et accotements. Autorisé sur les voies cyclables. Donc, sur les pistes cyclables, là, vous avez le droit de voir des vélos électriques. Interdit sur les trottoirs. Interdit d'utiliser un téléphone ou des écouteurs. Et dans certaines circonstances, ça peut être considéré comme un véhicule à moteur au sens du code criminel, c'est-à-dire conduite avec les capacités affaiblies. Si on prend la définition du code criminel, d'un véhicule à moteur, c'est véhicule tiré, mu ou propulsé par tout moyen autre que la force musculaire. Donc, la bicyclette électrique ayant un moteur électrique est considérée comme un véhicule à moteur au sens du code criminel. Cependant, la jurisprudence, ce qu'elle dit, c'est que pour qu'il y ait une arrestation ou des accusations en matière de conduite avec capacité affaiblie sur un véhicule sur une bicyclette électrique, la personne ne doit vraiment pas utiliser son pédalier. Donc, il y a une nuance. Dans les faits, il n'y a pas eu beaucoup de causes au Québec, là, mais sachez qu'il y en a déjà eu. C'est pour ça qu'il y a une jurisprudence qui est venue dire ça. Je fais juste une parenthèse, c'est que des fois, au niveau policier, on voit les gens qui ont des vélos électriques, mais qui enlèvent leurs pédales, qui se mettent, exemple, des étriers ou ils se mettent quelque chose juste pour appuyer leurs pieds, puis ils roulent avec leur bicyclette électrique, un peu comme une petite moto ou comme un petit cyclomoteur. Là, ils seraient sujets potentiellement à avoir à être arrêtés pour une conduite avec capacité affaiblie. Prochaine catégorie, les cyclomoteurs ou les scooters. Donc, les cyclomoteurs, vitesse maximale de 70 km/h. Ils peuvent avoir des moteurs électriques ou à essence, à 2 ou à 3 roues. C'est un minimum de 14 ans pour conduire un cyclomoteur avec un permis obligatoire de classe 6D. Le casque est obligatoire. C'est autorisé sur la chaussée. C'est interdit sur les accotements, les trottoirs, les voies cyclables, les sentiers récréatifs. Donc, un cyclomoteur, c'est sur la chaussée uniquement. C'est interdit de transporter des passagers pour les moins de 16 ans. Un cyclomoteur doit être immatriculé. Et il y a également une exemption de détenir un contrat d'assurance responsabilité selon la loi sur l'assurance automobile du Québec, c'est-à-dire, donc, un cyclomoteur, on n'est pas obligé de l'assurer, en d'autres termes. Là. Ensuite, les fameux ATPM, donc les appareils de transport personnel motorisés. C'est un peu, en fait, c'est pas juste un peu, c'est à cause des ATPM là, que le Code de sécurité routière et le gouvernement là, a mis en place l'arrêté ministériel.
parce que comme j'expliquais un petit peu plus tôt, il y a eu beaucoup de développement technologique avec beaucoup de sortes d'ATPM différents, là, des trottinettes électriques, des vélos électriques qui ressemblaient à des cyclomoteurs, des vélos électriques qui ressemblaient à des motocross. Et là, avec des puissances qui pouvaient monter jusqu'à 90 km/h. Et en bout de ligne, à l'époque, c'est ça, c'est que comme il y avait un flou dans la loi, ben, c'était tout considéré comme des vélos électriques. C'était nouveau. Donc, il y en avait partout. Il y en avait surtout dans les pistes cyclables, ces choses-là, où ce que là, un moment donné, ça venait jouer sur la quiétude des gens, puis l'aspect de sécurité également. C'est en fonction un petit peu de ça là, que le législateur a mis en place l'arrêté ministériel. Puis l'arrêté ministériel, là, il a été rendu permanent justement en janvier dernier, là, d'où ma demande là, pour venir faire un petit exposé. Fait, qu'est-ce qu'une ATPM? L'ATPM, c'est très, très large. Je vais vous en montrer plusieurs sortes différentes. Mais pour que ça soit considéré comme un ATPM, il y a un maximum de 500 watts. Il y a un maximum de 25 km/h. Et ensuite, après 25 km/h, ça doit être, le moteur il est barré. Il faut que ça soit barré. Il peut y avoir un effet d'entraînement si on descend une côte, donc la vitesse est un peu plus augmentée. Là, mais en bout de ligne, c'est qu'on ne peut plus augmenter la vitesse manuellement après 25 km/h. Minimum de une roue. Vous allez voir pourquoi que ça, vous l'avez déjà vu, mais il y a des gyroroues là, que c'est juste une roue. N'a pas d'habitacle fermé. J'ai une question. Parce que j'ai bugué là, en me disant qu'est-ce qu'il n'y a pas au moins une roue puis qui pourrait apparaître? Tu sais, d'avoir spécifié d'avoir au moins une roue. Ben, en fait, c'est parce que c'est dans les définitions. Du coup. OK. Je comprends ce que vous voulez dire. Parce que je connais le truc d'une roue, là. Ouais, mais je me disais. Mettons, une chenille, mais ça arrête comme des roues pareilles pour faire rouler la chenille. En tout cas, mais je comprenais juste pas pourquoi c'était spécifique. En le lisant, je me suis dit, bon, je vais le mettre dessus, mais bon, c'est dans les définitions. Mais en fait, c'est que tu n'es pas à pied. Tu sais, ça prend un véhicule avec une roue, c'est parce que tu n'es pas à pied. C'est dans le sens inverse. Peut-être. Oui, mais c'est pour être vraiment clair. Je comprends. Mais bon. Skateboard volant un jour, peut-être. Des overboards, là, comme la future, là. Tu sais, ouais, c'est ça. Je reviendrai faire un exposé quand ça existera. Donc, il n'a pas d'habitacle fermé. Vous allez voir avec les AMM un peu. Permis sur un chemin public de moins de 50 km/h. Donc, mettons, la manière que c'est fait, on peut en avoir les ATPM, trottinettes électriques sur les chemins publics. Par contre, ils doivent respecter un peu au même titre que la bicyclette, la réglementation. Fait que s'ils veulent traverser ces choses-là, ils doivent traverser au feu rouge, faire leur geste, leur mouvement de ces choses-là. Interdit d'avoir un passager. Interdit de cellulaire, sauf les exceptions. Interdit d'écouteurs. Pour les chemins publics, il faut avoir un minimum de 14 ans pour avoir un ATPM. Plusieurs équipements requis, les freins, ces choses-là. Et interdit sur les trottoirs, sauf exception. Je ne sais pas comment vous trouvez ça, si vous trouvez ça complexe, mais je peux vous dire que, à titre policier, d'avoir juste démêlé ça, c'est vrai que c'est complexe. Fait que quand je me mets dans la peau d'un citoyen, c'est certainement complexe de démystifier, de départager tous les types de catégories, de savoir quand est-ce qu'on peut aller sur une piste cyclable avec quoi, avec ça, c'est-tu un vélo, c'est-tu pas un vélo. Donc, c'est un peu pour ça qu'on nous, on travaille, on va le voir, avec plein d'aide à la décision, ces choses-là. Mais c'est certain là, que si je me mets dans la peau de ma mère qui veut conduire son vélo électrique, puis assez où, puis comment, c'est complexe. Effectivement, je suis d'accord. Je vous donne des exemples d'ATPM. Donc, quand on parle d'une roue, deux roues, trottinette. Ensuite, le dernier exemple, là, on appelle ça, c'est une draisienne électrique, c'est des mini-vélos. Tout ça, c'est des choses qui sont électriques. Ils peuvent en avoir au gaz également. Je me rappelle, il y a quand même plusieurs années, on avait une problématique de mini-bike. Je pense que dans le secteur de Saint-Élie, à l'époque, c'était débuté. C'était pas électrique à l'époque. Mais je me rappelle, on avait été interpellé au service de police, là, des gens qui avaient des mini-motos dans les secteurs résidentiels. Et que là, ça faisait un vacarme. 2, c'était dangereux. Il n'y avait pas de réglementation. Puis on était sollicité, puis on faisait... Ça doit être il y a quasiment une dizaine d'années. Déjà, à l'époque, on commençait à avoir des questionnements. Là, ça a évolué, là. Mais c'est pas nouveau quand même, là, ce genre de situation-là. Excusez-moi.
Dernière catégorie que je vous ai parlé, que je vous parle aujourd'hui, c'est l'aide à la mobilité motorisée, donc AMM. Donc là, on va parler des triporteurs, des quadriporteurs, des fauteuils roulants électriques. Donc, sur les trottoirs, c'est légal. On a le droit de rouler avec un AMM sur les trottoirs. Par contre, on doit respecter la vitesse de 10 km/h. En bout de ligne, puis quand on roule sur un trottoir avec un AMM, c'est la réglementation un peu des piétons qui s'applique. Donc, traverser aux intersections, peser sur les boutons pour la signalisation, les traverses à piétons, ces choses-là. Mais les AMM peuvent aussi circuler sur la chaussée et les voies d'accotement à un maximum de 32 km/h. Les téléphones, c'est la même règle que les cyclistes. Les écouteurs à une seule oreille. Bon, pour les écouteurs, ils n'ont pas le droit que ton téléphone, mais les écouteurs, ils ont mis la même règle que les automobilistes, qui est seulement à une oreille. Comme je vous dis, il faut tout démêler ça. Véhicule à moteur, ça, c'est clair. C'est un véhicule à moteur au sens du code criminel. C'est mieux autre que par la force physique. Donc, on peut avoir des arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies lorsqu'on conduit un AMM. Là-dessus, il y a des précédents, même au service de police de Sherbrooke au fil des années. C'est rare, mais ça l'arrive. Comme j'explique, on doit suivre les règles des piétons sur les trottoirs et on doit suivre les règles des cyclistes sur les voies cyclables, les chaussées et les accotements. Ça nous amène à un peu la difficulté qu'on voit, c'est de départager tout ça. Je vous montre des photos, comme je vous dis, là, qui étaient vendues à l'époque comme des bicyclettes électriques avant que l'arrêté ministériel arrive. C'est un peu ce genre de modèle-là qui a amené l'arrêté ministériel. Ça existe encore. Mais ça démontre un peu des fois la complexité de qu'est-ce qui est quoi pour les policiers, pour ces choses-là. En haut à gauche, ça tombe dans la... En fait, l'arrêté ministériel, ce qui vient un peu faciliter les choses, c'est que c'est au niveau de l'apparence. Ça donne des pouvoirs policiers au niveau de l'apparence dans la catégorie. Fait qu'est-ce que l'apparence d'un cyclomoteur et devient cyclomoteur? Par contre, il y a d'autres choses, exemple la vitesse maximale, le wattage, certains équipements que les policiers doivent valider. Fait dans la réalité opérationnelle, les policiers, quand ils font face à ce type de véhicule-là, il faut qu'ils vérifient sur le site du commerçant, pas du commerçant, là, mais le site du constructeur, toutes les composantes du véhicule, le wattage, ces choses-là, la vitesse, c'est assez complexe. Mais ce qui vient aider, là, comme je vous dis, c'est l'apparence. En haut à gauche, ce que vous pouvez voir, c'est considéré comme un cyclomoteur avec les règles du cyclomoteur. Milieu à droite et à droite, ça ressemble à un motocross. Donc, ça devient un véhicule hors route, mais également parce que la vitesse maximale est plus que la TPM et le wattage également, ces choses-là. Vous pouvez voir qu'il y a des pédales. Là, c'est pour ça que des fois, les constructeurs ou les commerçants vendent ça comme des vélos électriques. Mais ce type de véhicule-là doit maintenant passer par Transport Canada pour avoir aussi des règles de sécurité qui ont été établies par Transport Canada, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Je vais vous expliquer un petit peu comme c'est complexe un peu là, de catégoriser tout ça, de savoir quoi peut aller où, dans quelle catégorie que ça se place. Bien, les policiers ont développé là, des aides décisionnelles. Je vais juste vous montrer un peu de quoi ça peut avoir de l'air. On en a d'autres, j'en ai plein ici. Puis pour les corps de police, on travaille en collaboration également. Nous autres, on a eu beaucoup de soutien du SPVM qui ont cette problématique-là plus que nous. Évidemment, eux autres, même les livreurs travaillent beaucoup en ATPM ou en véhicule, en moto électrique ou des choses comme ça. Fait que nous autres, là, comme on a commencé ça l'année passée, on est allé chercher là, des partenaires à ce niveau-là pour nous aider dans ça. Ça fait le tour un petit peu de la catégorisation, si je peux l'appeler comme ça, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui est quoi. Mais maintenant, c'est de voir quand on connaît notre type de catégorie, comment on peut l'appliquer à la ville de Sherbrooke au niveau de la réglementation? Est-ce qu'au niveau des voies cyclables, des voies urbaines, parce que j'imagine que vous le savez, mais le terme piste cyclable n'existe pas à Sherbrooke. Il n'est pas dans la réglementation municipale. On l'utilise, mais dans les faits, ce n'est pas dans la réglementation. Fait qu'est-ce qui est quoi? Encore une fois, on va le démystifier un petit peu à savoir qu'est-ce qu'on peut retrouver où. Il y a 4 places différentes qu'on retrouve à Sherbrooke. Comme la première, c'est la bande cyclable. La bande cyclable, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est une partie d'un chemin public réservé exclusivement pour la circulation des bicyclettes et qui est adjacente à la chaussée. Ça, c'est simple. Celle-là est facile. C'est la bande cyclable. C'est
interdit de circuler autrement qu'en bicyclette sur une bande cyclable. Ça, c'est la réglementation municipale en lien avec la définition. Donc, ça existe au règlement municipal de Sherbrooke. Deuxième catégorie, c'est les voies cyclables. C'est la partie d'un chemin public. Question Ben oui, d'Anne excusez. Robichaud. Et je vais attendre que vous ayez fait la voie cyclable aussi parce que moi, je m'étais mis des notes en lien avec un équipement. Puis ça dit non là, mais ça disait oui en haut. Fait que j'ai peut-être pas bien compris la différence. Fait que peut-être même que vous l'expliquez, je vais bien comprendre. La voie cyclable, c'est la partie d'un chemin public. Donc, les deux sont collés sur des chemins publics qui peuvent être réservés pour la circulation exclusive des bicyclettes ou être partagés avec des piétons ou d'autres moyens de locomotion. Donc, la voie cyclable, on va travailler piéton, on va travailler vélo, on va travailler. On donne la possibilité d'autres moyens de locomotion, mais dans un autre article, ça vient dire un petit peu, ça vient cibler un petit peu là, la voie cyclable. Là. Ça, c'est l'article ici, là, qui vient nous dire que sauf aux endroits où la signalisation le permet, il est interdit de circuler sur une voie cyclable avec les moyens de transport suivants. Donc, sur les voies cyclables, on n'a pas le droit d'ATPM, évidemment, tout le reste, à cheval, planche à roulettes, cyclomoteur, motoneige, motocyclette et ce qui s'ensuit. On peut garder en tête que les ATPM sur les voies cyclables ne sont pas légales. Puis juste, je fais une parenthèse, on parle de vélo, de bicyclette. Les bicyclettes électriques, au sens du règlement municipal, sont inclus dans la définition de la bicyclette. Donc, si on revient à la bande cyclable, c'est strictement vélo, mais c'est vélo électrique également. La voie cyclable, c'est vélo, piéton, autres moyens de locomotion, sauf tous eux autres. Fait que je ne sais pas lesquels là, à partir de là. Je sais que c'est pas clair, hein, mais je sais que c'est pour ça. Je peux-tu poser ma question? Évidemment. Bien, en fait, là vous avez, je ne sais pas pourquoi, il y avait comme vous avez mis une image, puis je ne me souviens pas de l'avoir vue, mais j'essaie de comprendre la différence entre votre bande cyclable puis votre voie cyclable. Parce que, tu sais, ça, c'est une bande cyclable. Strictement vélo. C'est juste parce que l'image, elle a un vélo. Et l'autre a un vélo et un piéton. Mais physiquement, là, sur la rue, mettons quand en dedans de 800 mètres ou 1 kilomètre où ce que je ne vois pas le dessin, il n'y a pas de différence de savoir si c'est une bande cyclable ou une voie cyclable. C'est pareil dans les faits. C'est la signalisation. Oui, exactement. Okay. Le réseau à Sherbrooke, des fois, on va passer d'un sentier multifonctionnel à une voie cyclable, à une bande cyclable. On revient dans un sentier multifonctionnel, puis là, après ça, on retombe dans la promenade urbaine qui est autour du Lac des Nations. Mettons, si je pouvais excusez-moi, okay. Pacifique, Rouen, puis après ça, on rentre par Lac Blanchard, sentier multifonctionnel, après ça. Parce que monsieur, madame, tout le monde, puis moi-même inclus, on sait la différence entre un trottoir et, tu sais, mettons, moi, j'aurais appelé ça une piste cyclable, une voie cyclable. Tout le reste, c'est des pistes cyclables. Là, mais tu sais, j'essayais de comprendre la différence entre la bande cyclable et la voie cyclable. Puis là, ce que je comprends, c'est que c'est le marquage au sol, c'est que ça, la différence. Okay. Je ne suis pas un expert là-dedans, là, mais est-ce que la voie cyclable, partagée, vélo, piéton, vélo électrique, c'est à des endroits qui ont peut-être moins de possibilités de trottoir, puis l'autre d'avant, la bande cyclable, ben, comme on peut voir, il y a des deux sens, premièrement, puis un trottoir l'autre côté. Fait qu'il y en a pour les piétons, il y en a pour les vélos. Mais là, ça, c'est purement perception. Là, okay. Merci. De rien. Puis, si je peux vous rassurer, on est en démarche en ce moment avec la mobilité durable, les communications et le juridique pour mettre à jour, je vais dire, les règlements municipaux. Peut-être, comme vous voyez, là, ça peut être mêlant et complexe là, à démêler tout ça. Là. Donc, rendre ça plus clair, plus facile à comprendre. Maintenant, je me promène en trottinette puis que je ne sais pas que je n'ai pas le droit d'être dans la bande cyclable. Je pourrais avoir une contravention du service de police. Oui. Pour la bande cyclable, oui. Mais l'inspecteur Petit qui travaille avec François, avec M. Gauthier, est présentement justement avec la mobilité durable pour voir peut-être, comme François dit, éclaircir tout ça puis simplifier ça parce que les sentiers multifonctionnels, puis cyclables, etc., etc. Puis
ça ne m'avançait rien. Effectivement, il y a un aspect signalisation qui va devenir important éventuellement par rapport à tous ces moyens de transport-là, puis les endroits où ils ont le droit d'aller. Mais ça va tellement vite, ça va aussi vite que l'intelligence artificielle, les moyens de transport, là, qu'il en émerge de partout. Puis là, ben, il y a de l'adaptation à avoir, là, effectivement, mais on travaille là-dessus avec les partenaires. En même temps, si, mettons, mon enfant se promène en trottinette, j'aimerais mieux qu'il soit dans la bande cyclable que dans la rue. Fait que j'ai l'impression que quand tu es à mobilité, quand tu as un véhicule avec des roues, mais que tu n'es pas protégé, puis que tu ne peux pas aller très vite comme une moto, mettons, là, ça devrait être considéré comme un vélo dans une bande cyclable. En tout cas, La trottinette, un enfant ne devrait pas, en principe, le micro. trottinette électrique. C'est électrique, c'est 14 ans. C'est 14. C'est 14 ans, là, mais c'est une trottinette normale. Ça peut rentrer justement. Une trottinette normale rentrerait dans dans les autres moyens de locomotion qui sont légaux au niveau de la voie cyclable. Parlez-vous des trottinettes que tu te pousses un pied et tu as l'autre pied dessus? Parlez-vous des trottinettes que tu te pousses un pied et tu as l'autre pied dessus? Là? Toutes les sortes de trottinettes. Parce qu'il y en a qui sont propulsés par Mais tu sais, je me dis, en même temps, ils ont besoin d'être en sécurité eux aussi, Oui, tout à fait. qu'ils soient motorisés ou pas. Tu sais, je dis pas ça. C'est ça. Tout à fait. Je vois que Mme Berthold aussi a une question. Est-ce que... Oui, vous allez gérer ça comment autour du lac des Nations, là? C'est parce que, de ce que je comprends, bande versus voie, c'est deux applications tout à fait différentes. Alors qu'on a de la misère à relier nos bandes cyclables dans la ville de Sherbrooke, les utilisateurs, que ce soit de vélos électriques, de trottinettes, de AMM, écoute, ils se promènent comme ils peuvent, là. Ils se promènent pas comme ils veulent, ils se promènent comme ils peuvent. On n'est pas en train de, entre guillemets, se casser le bessic pour rien, là. Je sais que c'est une réglementation qui vient de Québec, là, à faire la différenciation entre tous les modes de transport et tout ça, là. Mais c'est parce que ça va nous prendre une campagne de com tout à fait extraordinaire pour pouvoir que tout le monde comprenne ce que Mme Robichaud a exprimé. Puis, commun des mortels, lui, pour lui, là, un air protégé, que ce soit une bande ou une voie, là, il est bien content, là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une réponse, M. Gauthier, la tendresse, là. Je faisais juste soulever. En fait, ce que j'allais dire, c'est que malheureusement, je n'ai pas encore terminé dans mes différents types de définitions qui existent à la réglementation municipale. Parce que déjà que ce n'est pas simple, il me reste les sentiers multifonctionnels, puis il me reste la promenade urbaine qui est autour du lac des Nations. Et ils ont eux aussi des réglementations spécifiques différentes à travers ça. Mais comme pour répondre un peu à Mme Berthold, là, on est très conscient de ça. On a fait une campagne de sensibilisation l'an passé. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je ne sais pas comment on va s'en sortir parce que plus ça va, plus à la ville, on fait de la mobilité, on fait ci, on fait ça, mais à un moment donné, ça va devenir... les gens vont s'habituer, j'imagine. On est conscient au service de police là, qu'on promouvoit ça, là, la mobilité justement durable, puis on veut faciliter, on veut être un partenaire pour faciliter tout ça. C'est pour ça qu'on est en lien avec la mobilité durable, avec les communications, puis avec le juridique. Je pense que ça va passer par une réglementation municipale qui est plus claire à la base. Il faut comprendre qu'elle a été faite là, avant l'avènement des ATPM et de la réalité ministérielle et dans le but probablement de prévenir certaines choses, mais la réalité actuelle, c'est qu'il y a des choses qui ont changé au fil du temps là, avec la technologie et tout. Donc, c'est de rendre ça, je crois, juste plus simple pour que ça soit plus accessible aux gens. Au niveau des définitions, et au niveau que les gens comprennent mieux avec, oui, il va falloir de la communication, je crois, et il va falloir la signalisation également. Mais ça, c'est de la réglementation déjà existante, là. Dans le fond, vous venez nous l'expliquer pour qu'on comprenne mieux puis que les citoyens comprennent mieux, mais on n'est pas en train de développer quelque chose qui est sur le bord d'être approuvé, là. C'est vraiment pour notre information, pour qu'on comprenne. Ça, c'est l'état actuel. Exactement. Autant de l'arrêté ministériel, de qu'est-ce qu'on a comme type de moyen de transport qu'on peut voir, et avec la réglementation municipale actuelle également, effectivement. Parfait. Fait qu'on vous laisse finir les deux. Il n'y a pas de problème. Je comprends. Les deux promenades. Donc maintenant, sentier multifonctionnel, ça, c'est mieux connu. Donc, c'est la surface de terrain qui n'est pas adjacente à une chaussée, à l'exception de la promenade urbaine, qui est aménagée pour la circulation des piétons de différents moyens de locomotion.
Promenade urbaine, c'est quoi? Ben, ça, c'est autour du lac des Nations. C'est la promenade qui est construite et entretenue par la ville sur les berges du lac des Nations, reliant le parc Jacques-Cartier à la vieille gare. Voilà les définitions. Maintenant, qu'est-ce qui est interdit ou qu'on peut utiliser comme moyen de transport? Liaison jumelée au niveau de la réglementation municipale. Donc, c'est sur une promenade urbaine ou un sentier multifonctionnel. Et là, de la manière que c'est écrit, parce que ça, c'est textuellement comme ça, c'est sous réserve des autres, il est interdit de circuler sur une promenade urbaine, sentier multifonctionnel, avec les moyens de locomotion prévus à 5.3.4. Je vous rends ça simple, 5.3.4, c'est ça ici. Là. La TPM, cheval, planche à roulettes et tout. De plus, il est pas de cheval autour du lac des Nations. Je l'ai vu, madame... De plus, il est interdit de circuler sur un sentier multifonctionnel qui n'est pas asphalté avec des patins à roues alignés. J'aimerais ça voir ça. Ça serait drôle. Ceci étant dit, on a encore des exceptions. Donc, on a le droit finalement avec un ATPM. Par contre, il faut que ce soit plus de 14 ans, il faut qu'il y ait un guidon, un système de freinage. Donc, certains ATPM en bout de ligne ont le droit, certains ATPM n'ont pas le droit. Encore, je vous dis, c'est encore un casse-tête de savoir, puis pour les citoyens, c'est pas clair, puis c'est pas évident, puis c'est pas facile, mais c'est l'état actuel de la réglementation puis de la définition un peu des différents types de moyens de transport. Sentier multifonctionnel, promenade urbaine, on a le droit à planche à roulettes longue, mais sûrement sur les endroits qui sont asphaltés. Véhicules hors route, là, on n'a pas le droit, les articles qui l'interdisent. Bien, je me demandais, parce que justement, en lien avec, il se manœuvre avec l'aide d'un guidon, fait que théoriquement, dans les exemples que vous avez montrés, il y a juste l'Uniroux. Je ne sais pas c'est quoi son vrai nom, en fait, là, mais la roue électrique, là, une Giroux, oui, effectivement, qui n'aurait pas le droit dans les ATPM. Tout dépendamment Exemple. Tout dépendamment de la puissance, la force également, ces choses-là. Mais ça ouvre la porte là, à quand même plusieurs ATPM, exemple, trottinette électrique, mini-vélo. Oui, mais c'est ça, je dis que c'est le seul qui ne peut pas, c'est le Giroux. Parce qu'il n'y a pas de guidon. Lui, ça en est un. Je vous dis là, mais ce que je veux dire, non, c'est pas vrai. Parce que, en fait, ceux que je vous ai montrés, ils ne sont pas tous. Il y en a d'autres qui existent aussi. Comment j'ai oublié le nom, mais il y en a un. Attendez, je l'ai ici. Je ne vais pas donner l'exemple. Mais tu sais, l'espèce de planche où il y a des roues de chaque côté, vous mettez vos deux pieds, puis la planche avance comme ça, puis on peut se balancer un petit peu. Il n'y a pas de guidon là-dessus non plus. Tu sais, l'espèce de Segway, mais pas de guidon finalement. Là, ça oui, OK. Donc, en bout de ligne, la réglementation, elle est plus générale. OK. Puis, on ne veut pas, la technologie fait qu'ils peuvent développer des nouveaux modèles. Ce qu'on vient dire, c'est qu'il nous faut un guidon et un système de freinage autour de la promenade. Il faut que ça soit une vitesse, peut pas être une vitesse supérieure à 32 km/h, ces choses-là. OK. Puis pourquoi vous acceptez la planche à roulettes longue et pas la courte? C'est une bonne question. C'est pas moi qui ne l'accepte pas. Là. OK, non, mais je me demandais, vous auriez pu dire pour Rick, tu sais, je ne sais pas, là, j'essayais de vous trouver une raison, là, mais. Il faudrait garder quand, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, ça a été écrit comme ça au niveau de la réglementation municipale. L'esprit en arrière, on pourrait en discuter, peut-être au niveau de la vitesse, là, mais je ne peux pas vous répondre. OK. Mais avec le pas de recul, là, Mme Bertha a raison. Il va falloir, et vous aussi, là, vous avez tous raison, puis on va y participer avec toutes les matières, pas les moyens de transport qui ne cessent d'évoluer. Il va falloir revoir notre réglementation possiblement municipale, puis y participer. Puis ça, c'est important pour nous. Par contre, ce que je veux que vous sachiez, c'est que même si la réglementation peut nous paraître peut-être pas ISO 2025, ça nous donne quand même un pouvoir, le service de police, pour gérer les exceptions et les exagérations. Tu sais. Nos policiers, policières, là, comme vous disiez tantôt, un jeune de 8 ans à trottinette, effectivement, probablement que dans la voie cyclable que vous avez vue, moi, je n'ai jamais vu donner de contravention pour ça. Par contre, celui ou celle qui va à 65 km/h, pas de casse, avec une trottinette électrique, mais ça nous donne le levier. Donc, à retenir de la présentation, c'est que tout le côté législatif ou ce qui encadre les véhicules, ben, c'est statué, c'est quand même assez clair, même si vous avez vu tous nos arbres de décision qu'on a avant de pouvoir donner une contravention, à savoir si le e-bike ou le bicycle électrique est légal. Ça vous donne une idée de naviguer à travers sentiers cyclables multifonctionnels, ci puis ça. Fait que, il y a le temps de partir, tu sais. Hein? J'ai dit, il y a le temps de partir.
partir. Il y a le temps de partir. Mais vous riez, mais je pense que c'est à vous, je l'avais dit, on a une poursuite avec un vélo d'une piste cyclable, un motocross électrique l'année passée. Il a fallu faire un barrage. Fait que c'est un barrage pour procéder à son interception. Mais quand même, ça évolue vite. Puis oui, on va participer, puis on va donner un coup de main. Mais c'est l'état du droit actuellement avec la réglementation en vigueur. Puis on tenait à vous la partager. Est-ce que c'est ce qui mettait fin à la présentation? Oui, j'ai mis d'autres réglementations qui peuvent être intéressantes si vous aviez ces questionnements-là au niveau de la vitesse. Encore dans la réglementation municipale, sur la promenade urbaine, c'est maximum 20 km/h. Sur les sentiers multifonctionnels et les voies cyclables, maximum 30. Au niveau de la circulation en groupe, des fois, si vous posiez la question, les gens qui circulent à la file indienne, c'est à partir de que vous êtes 2, c'est toujours justement à la file indienne. Au niveau du sens de la circulation, sur la promenade urbaine, on suit les gens en bout de ligne. Ensuite, de ça, sentier multifonctionnel, puis voie cyclable, c'est toujours extrême droite de la surface aménagée. On circule vers la droite. Puis ça faisait le tour, là. Ça faisait le tour de la présentation. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. En fait, merci beaucoup pour la présentation. Il y avait vraiment beaucoup de matériel. Puis je ne peux pas dire le nombre de fois que j'ai regardé la présentation pour essayer de comprendre. Puis c'est pas évident. Puis tu sais, je me dis, mettons, en tant que parent, si je vais acheter un véhicule, pas un véhicule carrossable, là, mais une trottinette ou un vélo ou tout ça, qu'est-ce qui s'applique comme règlement? Puis qu'est-ce que je dois dire à mon enfant? Tu sais, est-ce que tu as le droit d'aller sur le trottoir ou pas? Est-ce que tu as le droit d'aller dans une bande ou une voie cyclable? C'est quoi la différence? Faut que je lui enseigne ça aussi. Puis là, je me dis, mon Dieu, que c'est compliqué. Donc, si je comprends bien, un policier, on a vu dans d'autres dossiers, un policier doit être un travailleur social, mais il doit, dans ce dossier-ci, être un garagiste aussi pour savoir à quelle vitesse doit rouler ce véhicule-là, puis la puissance, puis tout ça. Il faut connaître le wattage, la vitesse. Il faut regarder avec le fabricant, parler avec Transport Canada, connaître effectivement. Je vais commencer avec mes collègues. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient d'autres. Madame. Moi, j'ai toutes posé mes questions, mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis assurément que je vais faire un petit quelque chose pour en informer les citoyens parce que je trouve qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, que même moi, je ne savais pas. Là, fait que je trouve ça intéressant. Vraiment, merci. Mais à ce niveau-là, je pense que vous prépariez déjà quelque chose. Peut-être. Oui, mais des choses qu'on va faire via nos plateformes, mais tantôt, pour les écoles, puis tout ça, il y a déjà des présentations par nos policiers écoles. Peut-être pas elle dans son intégralité, là, mais il y a quelque chose qui se fait dans les écoles. Moi, je la trouve bien parce que les forme est assez est conviviale, est résumée, vraiment résumée, mais je veux dire, une strate de PowerPoint, un vélo, qu'est-ce que tu as le droit? Une strate de PowerPoint, un e-bike, qu'est-ce que tu as le droit? Un MM, qu'est-ce que tu as le droit? Fait que c'est intéressant. Fait que oui, effectivement, on va s'arranger. On voulait vous la présenter en premier, hein? Moi, je vous l'avais dit. Les coms de la ville aussi. Ça, il y a quelque chose qui s'en vient avec les coms de la ville pour présenter tout ça. Là. Il y a quelque chose qui s'en vient avec eux autres pour ça aussi, avec les coms de la ville. Bertha, en ligne, est-ce que vous aviez des questions, commentaires par rapport à la présentation? Madame Garfat? Oui, allez-y, Madame Garfat. Quand les gens achètent comme un colporteur, est-ce qu'ils sont capables de prendre un cours comme les leçons avant, de savoir comme les règlements, ou ils peuvent l'acheter et c'est à eux autres de trouver les réponses? Ou... Es-tu pour un type de véhicule en particulier? Mais les colporteurs ou même les e-bikes ou n'importe quoi vraiment. Ou... Ce qui est vendu comme des vélos électriques, des e-bikes, il n'y a pas de cours. C'est comme une bicyclette. Pas de cours spécifique, je devrais dire, parce que bon, il peut exister des gens qui donnent des cours. Même chose pour les ATPM. Il n'y a pas de cours également. Par contre, certains types de véhicules peuvent requérir un permis de conduire. Donc, pour les personnes mineures, là, des fois, là, mais ce n'est pas des cours qui sont spécifiques. Là. Donc, on peut acheter ça dans n'importe quel commerçant puis partir avec, effectivement. Là. C'est surprenant un peu, comme surtout électrique. Et est-ce que ça prend une plaque de matriculation? Tout dépendamment de la catégorie. S'il est catégorisé comme étant un cyclomoteur
on doit avoir une immatriculation et on doit circuler seulement sur la chaussée. S'il est catégorisé comme un véhicule hors route, donc un motocross, oui, il doit être Oui. immatriculé également. Les autres, les ATPM, les vélos, non. Merci. De rien. Je vais en premier, merci pour la présentation. Je pense que c'était un dossier qui était important de voir à la commission puis de discuter parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de questionnements par rapport à qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec ces véhicules-là. Est-ce qu'un casque est obligatoire si j'ai un vélo électrique ou un vélo ordinaire ou toute la réglementation par rapport aux trottinettes et tous les véhicules dont on ne connaît pas le nom. Euh, donc, j'avais une question par rapport à Garage 529, parce qu'on sait les résultats incroyables qu'ils ont par rapport au vol de vélos. Puis là, je me demandais, est-ce que c'est un programme qu'on pourrait étendre à ces types de véhicules-là, par exemple les trottinettes, tout ça, parce que j'imagine que ça va être des véhicules qui vont être volés comme les bicyclettes. Fait que je me demandais si c'était quelque chose qu'on pourrait étendre. Parce que j'ai vu une publicité là, qu'ils allaient recommencer leur tournée en arrondissement. Là. Je suis vraiment très contente. Fait que je me demandais si. Ben, écoutez, possiblement. Honnêtement, l'équipe ne s'est pas penchée là-dessus. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu parler encore, mais effectivement, ça pourrait être une avenue là, qu'on pourrait regarder. C'est une bonne suggestion. Ensuite, je me demandais, parce que là, vous avez des outils aide décisionnelle pour savoir si vous deviez intervenir ou pas finalement. Je me demandais si on pouvait avoir ces décisionnelles-là, mais on ne l'appellerait pas ça comme ça. Mais par exemple, vous avez tel type de véhicule avec telle colonne, ce que vous avez le droit de faire ou pas. Par exemple, je décide d'acheter un véhicule, une trottinette ou quoi que ce soit au magasin, puis ça viendrait quand c'est sur le territoire de la ville de Sherbrooke, ça viendrait peut-être avec ce carton-là. Votre type de véhicule, la vitesse que vous voulez, voici ce que vous êtes obligé de un casque. Puis on n'a pas parlé non plus de tout l'équipement réfléchissant, tu sais, les lumières, quand on roule la nuit, là, comment il faut être habillé, tu sais, est-ce qu'il y a une réglementation par rapport à ça? On n'en a pas parlé. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à. Ben, en fait, c'est comme deux questions finalement. Par rapport aux bandes réfléchissantes, à tout l'équipement, est-ce qu'il y a quelque chose comme réglementation? Puis quand on achète un véhicule, si on pourrait avoir ce carton-là pour savoir qu'est-ce qui est autorisé ou pas finalement. Au niveau des bandes réfléchissantes, des réflecteurs et tout, c'est dans le code de sécurité routière, ça existe déjà. Il y a déjà de la réglementation là-dedans. Au niveau des vélos, des vélos électriques, même pour les ATPM, des choses qui existent en matière des freins, ces choses-là. Oui, c'est spécifique dans le sens qu'au niveau du code de sécurité routière, c'est déjà là. Je ne l'avais pas mis pour simplifier, mais je les ai. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Fait que, on mettra des annexes. On mettra des annexes. Mais oui, j'avais mis équipement autre, là. Mais on mettra des annexes parce que oui, ça existe. Puis chaque type a des équipements obligatoires. Ensuite, au niveau appelons un guide de référence quand on achète ou quelque chose. Il faudrait faire peut-être quelque chose avec les commerçants. Il y a quelque chose qui peut être définitivement mis de l'avant ou créé à ce niveau-là pour faciliter l'aide à la décision ou la réflexion ou voir les obligations qui relèvent d'un type de véhicule versus un autre type de véhicule. Nous, il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. Est-ce qu'on pourrait diffuser ça sur le site Internet ou quelque chose? Certainement que le service de police là, peut être d'une bonne aide là, pour toute l'information dans les catégories et tout, là, effectivement. Parce que dans le fond, l'achat d'un véhicule, ça vient avec une responsabilité. Ce serait important que quand on l'achète, on sache c'est quoi ces responsabilités-là. Je pense que ce serait quelque chose de. Oui, mais dans la présentation qu'on a eue, tu sais, d'avoir un guide pour chaque modèle, marque et modèle, ça devient un peu compliqué. Mais avec la présentation qu'on a là, le nombre de watts, le maximum kilomètre-heure, tout ça, c'est des choses que quelqu'un a comme information avant de procéder à un achat, est capable de demander au commerçant est-ce que c'est comment en watts, puis un commerçant. Guide général. Ouais. Vous avez comme des colonnes, mettons, puis votre véhicule,
consomme tant de watts, il peut aller à telle vitesse, il y a une roue, 10 roues, peu importe. Fait que là, Pas de roue. voilà les, Pas de roue. pas de roue. Pas de roue. Voilà les obligations. Voilà, vous avez le Mhm. droit de rouler. On va le prendre en note. Si je peux rajouter, je sais que la SAC et le ministère des Transports, ils ont déjà des guides, là, parce que ça, en bout de ligne, tout ça relève de la SAC. Donc, je sais qu'il y a des choses qui existent, soit qu'on réfère ou on s'inspire puis on le crée pour la ville, mais en bout de ligne, il y a déjà quelque chose qui existe, puis il y a moyen de mettre en place quelque chose là, à ce niveau-là également. OK. Ouais, ça faisait le tour de mes questions. Il y en a eu quand même pas mal dans la présentation. Puis, en fait, je ne suis pas certaine que je suis assez outillée si je marche dans la rue et que je croise un véhicule pour déterminer c'est quoi la réglementation qui va avec ce véhicule-là. Je vous lève mon chapeau. Mais merci beaucoup. Puis, bien, j'ai bien hâte de voir la campagne des coms par rapport à ça pour démystifier qu'est-ce qui vient, quelle responsabilité vient avec quel type de véhicule. OK. Merci beaucoup. Je vois, Madame Berthold, vous êtes revenue. Est-ce que vous vouliez poser des questions sur ce sujet-là? Non, ça va, j'avais juste un commentaire, celui que j'ai fait, là. C'est sûr que c'est un dossier très, très difficile parce qu'on l'a déjà épluché pour recommencer. Les règlements, les ordres, le code de sécurité routière change dépendamment du vent, au gré du vent. Alors, à un moment donné, ben, il faut s'adapter et je pense que notre service policier fait un bon travail à ce niveau-là. On ne peut pas avoir des yeux partout, mais au moins, la patrouille à vélo, ce sont des gens très gentils, très en forme aussi. Et je pense que c'est important, mais il va falloir vraiment, vraiment, vraiment qu'on informe comme il faut la population parce que ça va devenir compliqué. Mais comme je sais que le service de police est toujours indulgent la première fois, deuxième fois, il commence un petit peu moins, mais la troisième, on commence à sévir. Mais c'est bien correct. Oui. C'est intéressant, encore une fois, ce que vous dites, Mme Berthold, parce que vous savez que le service de police, c'était la première année l'année passée, l'été passé, puis ça va être la deuxième cette année, la troisième l'année prochaine. C'est nos policiers de l'escouade de circulation sont maintenant dans les sentiers à vélo. Avant l'année dernière, c'était juste nos policières communautaires qui étaient nos préventionnistes qui étaient dans les pistes cyclables. Mais avec l'émergence de tous ces moyens de transport-là, puis des fois les exagérations de certains utilisateurs, ben, nos policiers de l'escouade de circulation à vélo, eux ont le mandat de, oui, aller en prévention quand ça s'applique, mais aussi quand il y a des petites exagérations, y aller en répression justement pour calmer le jeu un petit peu. Fait que oui, on réagit avec notre équipe. L'équipe à François sont dans les pistes cyclables puis voient au bon fonctionnement de tout ça. C'est ce qui mettrait fin à la séance de la Commission de la sécurité et du développement social. La prochaine séance sera le 8 mai. Ça sera à l'Hôtel de Ville. Hein, l'ascenseur va être fonctionnel. Oui. Donc, ça va se dérouler aussi à l'Hôtel de Ville. Donc, c'est un rendez-vous. Je vous souhaite une bonne journée.